Bon vendredi tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi et on commence immédiatement dans l'humour en plus parce que la semaine dernière, Pascal Derry, notre cher sensei, on était censé parler de la Californie, mais on a passé les 15 premières minutes à rire comme ça n'a pas de bon sens en faisant des imitations. Voici ce que ça a donné. Prenez-vous 2 billets dans le milieu de la salle, pas trop haut, pour vivre l'expérience sonore de Dune. Hans Zimmer, botte des fesses, c'est un masterpiece, Dune 2. Et achetez-vous le flashlight comme popcorn bucket. Non, pas ça. Dick in a box. Non, mais t'avais-tu vu ça, là, le popcorn? Parce que tu sais, à toutes les fois, mettons, les Cinéplex, ils ont comme un genre de popcorn bucket, un genre de figurine pluguée dessus, là. Ouais. T'avais-tu vu la version de Dune? C'est ça, c'est le sandworm, c'est le verre de sable qui sort. Mais vu que c'est un popcorn bucket, sérieusement, on dirait un flashlight. C'est ça. Même Denis Villeneuve. Bon vendredi. Ouais, bon vendredi, certain. Même Denis Villeneuve, t'es comme, what the fuck? T'sais, ils ont vraiment pas pensé à deux affaires. C'est ce que je viens de trouver, man, pour vous dire que la radio, là, je fais ça depuis très, très longtemps, puis je suis ça depuis très, très longtemps. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais mon oncle était à la radio. C'est lui qui m'a inspiré à en faire à l'époque. Check ça, man. Un macaron de CHRC 80. Et tabarouette. Ça, c'est de l'archive, là. J'y tiens, genre de rassemblement des amateurs de radio AM à Québec. Je pense que la station est en difficulté financière, quelque chose, on même m'en souviens plus. Mais mon oncle m'avait donné ça, là. Dans le temps de la belle époque, le AM dominait, là. Autant à Montréal qu'à Québec. C'était CKAC à Montréal, c'était CHRC à Québec, où t'avais... Moi, j'ai grandi avec ça. C'est pour ça que je suis devenu un gros fan de radio rapidement. Des gens qui voyaient autrement. Puis c'est pas des on est brainwashés. On a appris, et je me considère encore que une fière personne de Québec et qui vit à Sainte-Julie. Je suis aussi Julie-Villois très fièrement, mais je suis aussi très fier de mon héritage idéologique qui vient de Québec. On pensait autrement. Puis on avait les journées, là, c'était des entrevues. Yes! Charles Arthur, aujourd'hui, le gouvernement péquiste a encore échappé une belle. Un gouvernement de marre. Ah. Qu'est-ce que vous dites? La gang, oh, c'est Le Parti libéral en direct de l'île au génie. vous est présenté par Biacortina. Biacortina, des steaks frais que tu remets dans la poêle avec le chef Didier qui vient avec sa poêle en fonte te donner son jus de steak. Dessus tes patates pilées. Peux-tu que je te fasse un petit dessin de ketchup sur ta pointe de pâté à la viande? Le Dacortina. Je mange un hold-oil quand je suis en train d'arbitrer en arrière de la play. 3 balles, 2 prises, pack Victoria, je me cherche un porcogne. Un porcogne, c'est bon. En direct de mon étobus, entre Quaticook et Saint-Hyacinthe, le Dacortina m'accompagne dans ce rose beef frais que j'amène avec moi sur la route. 3 balles, 2 prises, fin de la 7e, dans mon autobus, en train de tout mélanger. C'était mon personnage préféré. Tu sais, comme on est à Énergie, je me souviens plus, je pense que c'est Richard qui s'appelait, mais sauf erreur. Il est super sympathique, il est devenu Morning Man à Chicoutimi. Puis c'est lui qui avait fait la voix d'André Arthur dans le temps. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais comme, c'est vraiment drôle. Puis plus que j'imitais son imitation, plus c'est devenu mon personnage. Puis là, c'était juste rendu André Gastro à la fin que je faisais à Radio Énergie. Il parlait juste de bouffe, là. C'était juste ça. C'était juste André Arthur qui parlait de nourriture. C'est ça, c'était pour vous partager ce petit souvenir-là que je viens de prendre ce matin, c'est HRC 80. Les vieux de la vieille de radio à Québec vont faire comme holy crap. Fait qu'en Californie, ça vous part des steaks frais. Ouais, on part. Comment il s'appelait l'animateur à CHRC qui faisait des voyages, là? Il a travaillé au FM 93 aussi. Il faisait comme l'émission hollywoodienne. Oh, c'était quoi son nom? Il y avait une agence de voyage. Je pense que ça a fait faillite. Hey, sérieux, faut trouver le nom. Oui, je sais. Puis il faisait tout le temps des Christy de rencontres au Resto Pacini ou. Pacini! Non, c'est même pas une franchise, c'était vraiment un restaurant italien classique de Québec que je pense qu'il a fermé aujourd'hui. Tu sais, il parlait comme ça. Pour 1995, un forfait, une semaine, sur la plage, la Floride, les palmiers, la madame avec la grosse bédaine, les choses payées trop cher au coin de la rue, le 7-Eleven. C'est magnifique! Pour 250 000 $, peut-être sur 36 versements, on peut pas s'en passer! Oh ouais, je me rappelle. Oh oui, c'était au Parmesan qu'il faisait le Christy d'affaires. Au Parmesan! On va parler de notre voyage de groupe au Nebraska. Le Nebraska à seulement 775 $. Les sans-abri, les champs de maïs, c'est extraordinaire!
Pourquoi s'en passer en autocar de luxe aller-retour? Seulement 47 heures de voyage. Le Nebraska vous attend au parmesan. The country of the corn. Hey, gang, il faut vraiment le trouver, gang. Si vous le savez, le marquez ça dans les commentaires. Mais vous savez de qui on parle, là, tu sais. C'est ça, c'était... Je me rappelle, il faisait ça, il passait à Choix, il y a genre peut-être 12 ans encore. Fait que il était actif longtemps. À un moment donné, il a arrêté. Je sais pas parce qu'il est pris à la retraite ou finalement, ils ont compris que ses voyages, c'était de la crosse, là. Mais je sais plus du tout. Mais tu sais, ça prenait des vieux. Ça devait être ça, là, des vieux qui partaient avec lui, là. Mais c'était hard pitch, puis il faisait l'émission du show de CHRC. On aurait dit un genre de Michel Morin du voyage, un peu, là, tu sais, style. Oh, gang, on part! Cette semaine, nous allons le Grand Pont Rouge, le chocolat, les sans-abri qui traînent partout, un peu plus sale que tu penses, à seulement 700 $ pour le vol aller-retour. Il faut pas s'en passer. On va s'en parler au parmesan, devant des bocconcini payés vraiment trop cher. François Reny! Oh yeah! Seb l'a eu dans les commentaires. François Reny. François Reny, oui, c'est ça. Good job! Oui. Oh man, ça m'avait complètement échappé. Le voyagiste. Ben oui. Voyagiste. Avec son foulard de mange-marde, comme dirait Frank. Aujourd'hui, on discute avec Patrick Bourgeois des bébés. Patrick, as-tu salé ton café? Là, j'ai mélangé avec Charles Tisser, mes voix marchent plus. C'est ça, le gars, il a été. C'est en 2014, le gars a été arrêté. L'ex-animateur de radio-télévision François Reny qui fait face à 21 infractions pénales reliées à la gestion de l'agence de voyage budget. Oups! C'est pour ça qu'on a entendu parler de lui. À 750 $, tu m'attends à la gare du Palais et je n'arrive jamais. Le Nebraska que tu ne verras pas. En bout de ligne, c'est une bonne chose. J'ai presque plus de voix, mais on vient de commencer le podcast avec mes maudites imitations. J'allais tomber sur Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Cette semaine, on s'en va à San Francisco. San Francisco, cette ville de la côte ouest. Salut, mon amour. Tu te sens-tu frisky ce soir? C'est ce gars-là, man, tu l'imagines pas de même. Ça te tente-tu que je te susurre le lobe d'oreille? Pendant que tu fais ça, regarde-moi dans les yeux. Allez, dis mon nom. Allez, mon amour, dis mon nom. Là, sérieusement, autant que j'ai aucune idée comment la chronique va se passer jusqu'à la fin, mais là, j'hésite déjà si je vais juste couper le bout, tu sais qu'on rit comme des fous pendant leurs 10 minutes pour le prochain épisode du vendredi, ou si je vais prendre vraiment la chronique de quelqu'un. Va falloir que tu mettes un bookmark sur YouTube. On commence à 14 minutes à parler. Ouais, va falloir que je le fasse. Tu me fais de la... Hey, c'est effrayant, tu me fais faire de la job supplémentaire. Je devrais me plaindre. Ça va être la portion de délire. Exclusivement cette semaine, Jonathan Poulin a demandé à notre cher José Soucy de le remplacer cette semaine. Donc, 2 semaines de suite, on a José Soucy qui vient nous jaser cette semaine de la manifestation des agriculteurs à Rimouski. Vendredi dernier à Rimouski, il y avait environ 500 agriculteurs du Bas-Saint-Laurent. T'en avais quelques-uns de Gaspésie, quelques-uns de Chaudière-Appalaches, notamment de la Beauce, qui ont manifesté. Là-dessus, tu avais 200 tracteurs qui ont complètement paralysé le centre-ville de Rimouski. Oh, écoute bien. Ils ont fait une version québécoise de ce qu'ils ont fait en Europe. Ben, c'est ce qui s'en vient, tout à fait. Là, je vais te lire une statistique. La situation dans le milieu agricole est plus que critique que jamais. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, le revenu net des agriculteurs a diminué de 49,2% en 2023. Et ce, malgré des recettes sans précédent, les producteurs agricoles s'appauvrissent à une vitesse grand V. En 2000, le même organisme prévoit que le revenu net agricole diminuera de 86,5%. Une situation qui n'a jamais été observée depuis près de 100 ans au Québec. Les causes? Ah, les causes, t'en as plusieurs, là. T'as les taux d'intérêt qui ont augmenté, t'as un problème de relève, et le fait de reprendre les business des parents, c'est rendu comme plus achetable, de ce que j'en ai compris. T'as la spéculation sur les terres aussi qui fait en sorte que les terres augmentent. Après, il y a des choses qui m'échappent là-dedans, je suis pas un spécialiste, peut-être qu'un gars comme Yann pourrait t'en dire davantage. Et il y a aussi le fait qu'il y a des politiques environnementales, bioalimentaires, qu'on tente de mettre sur pied au Québec, sauf que ça a un coût. Et je pense que le MAPAC ou les organismes québécois donnent un certain montant là-dedans, mais au bout de la ligne, tu es juste en mesure pour l'agriculteur de payer les études pour transformer ta ferme d'une façon plus bioalimentaire ou plus environnementale. Ouais.
Sauf que t'en as pas assez pour la compléter. Ça veut dire que les frais pour compléter la transition, c'est toi-même qui les paye. Et l'autre aspect aussi, c'est que les normes pour les produits alimentaires canadiens et québécois ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. De sorte qu'avec la mondialisation, comme exemple ce qui se passe en France avec les poulets, ils reçoivent des poulets de l'Ukraine, sauf qu'en Ukraine, ils n'ont pas les mêmes normes qu'en France. C'est pour ça qu'on veut une genre de stabilisation des normes pour que ça coûte moins cher, qu'on soit de plus en plus ou plus compétitif plutôt. Mais ça, je te le résume de ce que je sais, là, mais il y a un problème de finance. Je veux dire, les chiffres que j'ai sortis, je peux pas tout te détailler ou te ventiler les causes, sauf que, moi, t'as cette affaire, écoute, là, les 40%, 50%, 80% de perte du revenu net, il y a personne qui est capable d'endurer ça. Ça veut dire qu'on va avoir des faillites, des suicides. Je sais pas si t'avais les statistiques, il me semble que je les avais de mémoire, mais le nombre de fermes qu'on a perdues au Québec dans les dernières années, c'est effarant, là. C'est un peu comme en Europe, c'est partout. Je pense que ça se compte par milliers. Je sais aussi qu'il y a eu des problèmes au côté de la santé mentale des agriculteurs parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Tu regardes du côté des municipalités aussi, il y a énormément de réglementations imposées par Québec qui font en sorte qu'on les met menottés. Il va falloir à un moment donné remettre des gens sérieux à la tête de l'État qui vont faciliter la tâche des commettants ou des intervenants au lieu d'ajouter toujours des problèmes et des règlements. Ce que tu viens de raconter, c'est complètement absurde. Puis dire, à un moment donné, il y a l'offre et la demande aussi. Quand tu vas aller manger au restaurant 2-3 fois puis c'est dégueulasse, puis t'as la diarrhée après, ça se peut que tu y retournes pas. Tu sais comme moi qu'un client est satisfait, le dit à 7 personnes, mais un client satisfait ne le dit qu'à 1, 2 ou 3 personnes. Je me souviens pas des statistiques, mais c'est à peu près ça. Peux-tu arrêter de toujours intervenir et laisser un peu le marché aller? Tout ça comme ça ce matin. Je pense que j'ai la bonne crowd pour vous dire ça. Là, ils doivent se dire que contrairement à la Pocatière, Rimouski, c'est le nouveau centre de l'agriculture depuis qu'ils ont transféré le projet là-bas. Là, pour ceux qui ne connaissent pas le... Il y avait un projet, pour le dire, il y avait un projet de pavillon de médecine vétérinaire qui a été qui ont décidé d'installer à Rimouski, alors qu'ils n'ont pas pris en considération la côte sud de la Pocatière, qui est réputée pour l'ITAC, l'Institut agroalimentaire, qui est centenaire. Là. Il y en a également à Saint-Hyacinthe une, parce que depuis un certain temps, on a perdu beaucoup de services de ce côté-là, du côté de la Pocatière. C'est un projet de 100 millions. Et on n'a même pas pensé à la Pocatière, alors que Rimouski n'est pas réputé pour être un endroit agroalimentaire. Si non, c'est ça. On a beaucoup poussé durant la dernière élection pour pas que ça se fasse, parce qu'en gros, la décision d'envoyer ça à Rimouski, c'était purement électoraliste pour que la CAQ gagne leur comté là-bas. Là. On n'est pas surpris. Mais le pire, c'est qu'ils ont zéro infrastructure. L'ITAC à la Pocatière, ils ont déjà tous les stocks au grand complet. Non, je le sais. Ça veut dire qu'à la Pocatière, ça n'aurait pas coûté 100 millions. Non, c'est les 100 millions qu'ils ont prévus, là, avec les dépassements de coûts. Possiblement qu'on va encore doubler ou je sais pas combien. Là. Je veux dire, on est tellement habitué avec les folies de Québec. Tu ne peux pas aller contre la méthode Ginette Renault, José. C'est-à-dire... un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. T'sais, si t'oses vouloir rééquilibrer le budget, réduire les dépenses, t'es un fasciste. Mais non, mais comme Patrice Roy, Monsieur Soucy, vous voulez couper dans les services. C'est tout le temps la même affaire. Il va falloir couper à un moment donné. Je veux dire, il n'y a personne dans son budget personnel qui pourrait vivre comme le gouvernement du Québec vit avec les finances de la population. Je veux dire, j'en demande-tu trop? Je comprends qu'il y a des circonstances qu'on peut avoir des déficits. Dans n'importe quelle entreprise, ça se peut qu'une année, tu as des déficits, mais que tu penses que tu vas revenir à l'équilibre budgétaire pour revenir à faire des revenus. Ça, c'est une gestion peut-être à moyen long terme, mais tu dois de faire certaines prévisions. Lorsque tu parles de ramener l'équilibre budgétaire, et là, on parle de couper dans les services. Premièrement, les services, là, on n'a pas à couper dedans, on n'a pas pour notre argent. On n'a réellement pas pour notre argent. On paye de plus en plus cher, on en a de moins en moins. T'es maudits de service, je serais curieux d'y voir. Aux 5 000 fonctionnaires que vous avez de plus depuis l'arrivée de la CAQ, et les 50 000 qui ont de plus au fédéral depuis l'arrivée de Justin Trudeau depuis 2015, je présume que c'était techniquement supposé améliorer l'efficacité de la fonction publique. C'est ça qui est le fun, c'est que j'appelle une auto-canonisation de la main-d'œuvre gouvernementale très rapide au Québec. Contrairement à l'Église catholique, ça prend pas 100 ans avant de canoniser quelqu'un. Au Québec, ça prend 6 mois. Fait que les 5 000 nouveaux fonctionnaires, là, que le système était toujours dans chenoute il y a 5-6 ans, mais qui n'étaient pas là, ben à ce temps que les 5 000 sont là, si on ose vouloir les enlever, oh non, mais vous comprenez pas, mais si on les enlève, le système va s'écrouler, puis ils sont indispensables, ces gens-là. Attendez un an, sinon 2, là. Ils vont vous dire la même affaire de l'agence Mammouth Santé Québec de Dubé. Avant, le système était toujours à chier, ça marchait toujours pas, puis si, ça marche pas plus avec cette agence-là, mais si on va vouloir l'enlever par après, mais voyons donc, vous comprenez pas, l'agence, ça fait tellement des bonnes affaires, on peut pas l'enlever à cette heure, là, c'est trop compliqué, puis... Mais
La polyvalence, on dirait que c'est pas ou ce n'est plus un prérequis pour travailler dans la fonction publique. Je vais te faire un comparatif peut-être un peu boiteux, mais un soldat canadien à l'époque versus un soldat américain, un soldat canadien était pas mal plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus polyvalent, il y avait moins de budget, tandis que l'armée américaine, tu avais quelqu'un qui était, mettons, au gun, tu avais un autre. C'était pas des gens qui étaient capables de se débrouiller autant qu'un soldat canadien, parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens et compagnie. Là, maintenant, la fonction publique, les gens qu'on engage, c'est juste, mettons, ben, toi, si tu es titré à faire telle affaire, tu peux juste faire telle affaire. Moi, je me suis fait raconter des histoires concernant Hydro-Québec, des syndiqués d'Hydro-Québec à l'époque, là. Hey, tu bon pour aller descendre dans le trou, réparer ça ou faire une vérification? Ah, ça, c'est pas dans ma convention, je vais pas là. Je sais pas, là, à un moment donné, ça prend un peu de fierté, puis ça prend aussi là, un sens de l'État, puis un amour de la nation pour faire avancer cette bébelle-là. Cette semaine, Jacinthe voulait qu'on retourne sur le sujet de l'Arctique. Comme vous le savez, dans un En toute liberté précédent, on en avait parlé il y a plusieurs mois. Mais elle a de nouveaux éléments à nous présenter, également un rapport du Sénat canadien qui a passé un peu inaperçu dans l'actualité. J'ai déjà parlé de l'Arctique, je suis passionnée par ce sujet, mais je suis allée chercher des informations supplémentaires suite à la lecture de cet article-là. Puis tu sais, il y a l'article 234 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer qui stipule qu'il y a une zone économique exclusive de 370 km ou 200 000 des côtes d'un État qui sont finalement revendiquées, qui sont des zones économiques exclusives au pays. Donc, la Norvège va faire de l'exploitation minière dans cette zone économique exclusive. C'est ça, la frontière des nations n'arrête pas à l'orée de la plage, sinon personne ne pourrait jamais se baigner. C'est ça. C'est vraiment le tour. Moi, j'avais le chiffre de 200, mais je ne me rappelle plus si c'était miles ou kilomètres, mais c'est vraiment miles. Fait que c'est 200 miles à partir de la côte, donc tout ce qui est 200 000 à partir de la côte d'un pays, d'océan, lui appartient comme étant les eaux internes d'une telle nation. Après ça, on tombe en eau internationale. Exactement. Sauf si un État est capable de démontrer que ses côtes continentales se poursuivent sous l'eau. Si tes côtes continentales se poursuivent sous l'eau, tu pourrais demander une expansion de ta zone économique exclusive si tu es en mesure de démontrer avec la géologie de tes fonds marins que ton plateau continental se poursuit sous l'eau. Pas fou, ça? Ben oui, c'est ce que la Russie a demandé. En 2001, la Russie a revendiqué un prolongement de sa zone économique exclusive. Je vais le partager à l'écran. Tu m'avais envoyé, je pense, une image reliée à ça, à part ici. Donc, pays du Conseil de l'Arctique, on voit un peu les différentes nations, Canada, Danemark, Islande, Norvège, Suède, Russie, et bien sûr l'océan Arctique. Mais là, les revendications territoriales de la Russie semblent aller carrément en plein cœur du pôle Nord et de l'océan Arctique. Dans pas longtemps, le Père Noël va parler russe si on les laisse faire. Mais on voit qu'on pense qu'on a juste le Canada, les pays scandinaves puis la Russie, mais on oublie souvent, les États-Unis sont là avec l'Alaska aussi. Donc, il y a plusieurs joueurs sur ce terrain de jeu-là. Là. Oui, tu vois, la portion au centre là, du pôle Nord, c'est considéré comme des eaux internationales, finalement. Mais justement, il y a une partie, presque la moitié, là, qui est revendiquée par la Russie parce qu'elle a déposé des documents stipulant que son plateau continental s'étendait au-delà de ce qu'on pensait. Donc, c'est à l'étude et c'est une partie des eaux internationales qui est revendiquée par la Russie. Donc, on n'a pas fini de statuer encore où les zones économiques exclusives sont, mais c'est sûr qu'avec l'entrée de la Suède dans l'OTAN, donc on se retrouve avec le Conseil de l'Arctique qui a 7 États sur 8 membres de l'OTAN. Donc le Conseil de l'Arctique est composé du Canada, du Danemark à cause du Groenland, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Russie, la Suède et les États-Unis. Et on a la Chine qui est un membre observateur du Conseil de l'Arctique parce que la Chine se décrit comme un État pré-arctique. Donc, c'est un membre observateur. Pré-arctique. Pré-arctique. C'est quoi? C'est qu'ils se préparent à se faire congeler? C'est que la Chine a beaucoup d'intérêt à aller chercher le maximum de ce qu'elle peut dans les avantages d'occuper ou de passer par l'Arctique. Jacinthe, est-ce qu'ils vont faire comme ils vont faire dans la mer de Chine, puis ils vont commencer à ramener des paquebots remplis de sable puis faire des îles artificielles dans l'océan Arctique? Je sais pas, mais ils sont déjà en pleine construction de brise-glace. Ça fait déjà plusieurs années que la Chine a mis plein feu, plein budget majeur dans la construction de brise-glace. C'est pas pour rien. Donc, la Chine est vraiment en train de s'équiper. Elle fait beaucoup de recherches aussi sur la durabilité des matériaux en froid extrême. Donc, la Chine a des territoires très froids et elle fait beaucoup de recherches et développement sur toutes sortes de technologies, toutes sortes d'infrastructures de technologies
technologie de communication qui puisse durer à des froids extrêmes. Donc, elle investit déjà massivement à avoir un équipement, avoir des équipements de brise-glace, mais aussi des équipements technologiques qui vont supporter les froids extrêmes. Elle ne fait pas que revendiquer des accès ou une position ou une situation ou des intérêts. Elle est vraiment en train d'investir massivement. Puis pendant ce temps-là, je vous amène à un rapport qui est sorti, qui n'a pas fait beaucoup d'écho, qui a été diffusé en juin 2023. Donc, ça fait bientôt un an, pas tout à fait un an encore. J'ai lu ce rapport-là de 86 pages que je vais vous résumer, que je vais vous présenter, que j'ai trouvé super intéressant parce que c'est le comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants. Donc, les sénateurs se sont déplacés en 2022 et 2023, fait que c'est très récent. En 2022-2023, ils se sont déplacés dans les zones du Grand Nord pour aller voir le système du NORAD, par exemple, notre système de défense, pour aller rencontrer des Rangers canadiens dans le Grand Nord. Ils ont mené plusieurs entrevues aussi, autant là-bas qu'à Ottawa, là. Et franchement, ce rapport-là est troublant dans la mesure où ça met beaucoup d'emphase sur la sécurité de l'Arctique menacé, des besoins urgents dans un paysage géopolitique et environnemental en évolution. Et ils font le lien direct avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la présence militaire très importante de la Russie dans les eaux de l'Arctique. C'est pas compliqué, hein? La Russie, elle domine, on l'a vu sur la carte précédemment, mais la Russie domine l'Arctique avec 53% des côtes de l'océan Arctique. Donc déjà, juste en termes d'occupation du territoire de l'Arctique, la Russie domine largement. Moscou a déjà imposé sa marque sur la route du Nord. Tu peux peut-être sortir la carte sur la route du Nord versus la route maritime qui passe par le canal de Suez, mais c'est super intéressant de voir qu'il y a 40% d'économie de temps et de carburant lorsqu'on veut faire la distance entre un port européen et un port du nord-est de l'Asie. Il y a 40% d'économie de carburant puis de temps qui se fait, qu'on peut gagner en passant par la route du Nord. Et cette route du Nord-là, comme elle est dans la zone économique exclusive de la Russie, Moscou exige déjà d'accompagner les navires qui transitent par ce chemin-là à payer des frais pour se faire accompagner d'un brise-glace russe et payer des frais là, pour naviguer dans la zone économique exclusive de la Russie. Et comme il y a une alliance intéressante entre la Chine et la Russie, ben la Chine bénéficie beaucoup de cette route, pourrait avoir aussi des avantages que les membres de l'OTAN pourraient perdre aussi parce que c'est Moscou finalement qui détermine les conditions de passage dans cette route-là. Là. Vive les tarifs préférentiels! Une fois ou 2 semaines, on est avec notre PhD biologiste Serge Cloutier qui, cette semaine, voulait qu'on parle des différents types de laboratoires, également des fameux 2 espions chinois qui ont été mis dehors d'un laboratoire de Winnipeg et quels types de virulents biologiques ont été envoyés à la Chine pour faire du bioterrorisme. Quand on travaille avec des agents infectieux ou des bactéries, des virus, il y a 4 niveaux de laboratoire. J'en ai parlé un peu à la dernière chronique, mais je savais pas brièvement. Le niveau 1, donc c'est des pathogènes ou c'est des bactéries qui ont peu ou pas de risque pour la santé humaine. Puis à part l'équipement de protection, genre sarrau, des gants, il n'y a pas vraiment d'autres restrictions. Il n'y a pas de restrictions à l'entrée dans le laboratoire. Laboratoire classique, là. C'est ça. Comme un laboratoire d'université, je veux dire, tu n'as pas de carte pour entrer à l'université, tu n'as pas de carte pour entrer au laboratoire, tu peux te promener, aller voir le professeur, il n'y a pas de restrictions. Le laboratoire de niveau 2, là, tu commences à un peu plus de sécurité, c'est des risques qui sont moyens à peu près, mais c'est un accès qui est sécurisé. Fait que tu ne peux pas rentrer dans le bâtiment comme ça, là, même si le bâtiment est à l'intérieur d'un hôpital, comme moi, je travaillais dans un laboratoire de P2 quand j'ai fait mes études, le laboratoire était dans le CHUL, mais je veux dire, il y a une carte d'accès pour rentrer, puis il y a une autre porte pour rentrer avant dans le laboratoire, il y a une réception, fait que tu peux pas rentrer là pour aller te promener dans le laboratoire. Là, non, c'est ça. Comme ils disent, authorized personnel only, c'est ça. C'est ça. Ça arrivait des fois qu'il y a des gens perdus, genre au filet, genre la première porte, parce qu'il y a quelqu'un qui a pas sa carte, puis il demandait la direction, puis là, il était genre, OK, là, tu sors, tu t'en vas là. Bon, c'est la seule affaire qui peut arriver. Ouais. Mais même dans un laboratoire niveau 2, si tu travailles avec des pathogènes qui sont un peu plus dangereux, tu vas avoir une enceinte que, genre, où l'air va être contrôlé pour pas qu'il y ait de contamination. Mais toi, en tant qu'individu, tu n'es pas dans un endroit à contrôler, c'est juste une enceinte, puis tu mets tes mains dedans, tu es désinfecté, puis tu travailles comme ça. Mais tu sais, pas contaminé. C'est vraiment la seule restriction au niveau de l'air dans un laboratoire de niveau 2. Fait qu'un laboratoire de niveau 3, ça, c'est un autre niveau. C'est le premier niveau où tu as une pression d'air positive. Fait que l'air, quand tu rouvres la porte, l'air rentre dans le laboratoire parce que tu veux pas qu'elle sorte pour contaminer ce qu'il y a. C'est vraiment genre tout contrôlé. C'est pressurisé. Là. C'est pressurisé. T'as plus qu'une porte. Il faut que tu te changes de sarrau. Il faut que tu aies l'équipement de sécurité. Probablement, c'est genre ces masques, des lunettes. Parce que là, tu travailles avec des virus, des bactéries qui sont peut-être plus dangereux. T'sais, on parle de tuberculose.
virose, on parle de H1N1, on parle de virus un peu plus, qui a vraiment un risque moyen quand même assez important pour la santé humaine. Okay? Puis là, après ça, tu as le niveau 4. Le niveau 4, ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Dans les films, puis dans les articles qu'ils ont montrés, on voit le scaphandre complet avec l'air indépendante. Tu as même genre la jonction entre tes mains, puis la soude, il faut que tu mettes du tape pour être sûr que ça soit complètement scellé. Puis, honnêtement, je suis même pas sûr que tu peux travailler tout seul parce que il faut vraiment que quelqu'un t'inspecte pour être sûr que tu travailles avec ce qu'il y a de plus dangereux, les virus les plus mortels et les plus dangereux sur Terre. C'est ça, puis quand je peux peut-être juste remettre à l'écran, on le voit, une des dames en question en full suit, comme on dit. Là. On parle de vraiment ça. Ça fait vraiment comme des films. Là. Puis même malgré ça, je veux dire, ça arrive des accidents de laboratoire. Là, et l'humain reste humain. Là, je sais que moi, dans le laboratoire de niveau 2 où j'étais, on travaille avec des acides, des trucs corrosifs, puis il y a encore du monde qui se promenait en sandales. Là, mais à un moment donné, il faut prendre en conscience que c'est des... c'est pas le temps de mettre des crocs, mettons. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est un laboratoire de haute sécurité, c'est extrêmement contrôlé, c'est pas n'importe qui peut travailler là, n'importe qui peut rentrer là. En fait, je trouve que c'est intéressant quand on revenait, mettons, là, les deux chercheurs en question, là, c'est le docteur Zheng-Guo Qiu, on a nommé le Dr. Q pour... Dr. Q, ça fait le bien. Hein? Puis son mari, le docteur Keding Chang, honnêtement, quand tu lis les articles, c'est vraiment tout tourne autour du Dr. Q principalement. C'est vraiment elle qui était à la tête donc, de la section des thérapies antivirales, des vaccins, du laboratoire de niveau 4 à Winnipeg. Donc, c'est vraiment elle. Puis, tu sais, pas une deux de pique, là, tu sais, genre, en 2018, elle puis le docteur Gary Kobinger ont développé un traitement pour l'Ebola qui appelle le traitement de ZMapp. Okay? C'est eux qui ont développé ça au laboratoire de Winnipeg. C'est comme 3 anticorps différents monoclonaux de souris ont fusionné avec des anticorps humains pour traiter l'Ebola. C'est quand même genre une révolution un peu dans ce traitement-là. Fait que vraiment là, des kingpins du domaine de la génétique. Comme je disais tantôt, tu te rends pas à ce poste-là si t'es pas un deux de pique. Tu as les compétences qui vont derrière, autour de la ceinture pour que tu mérites ta place là. Si tu retrouves dans le premier article que je t'ai envoyé, en 2019, le Dr. Q a envoyé 15 souches de virus en duplicat à l'Institut de virologie. L'Ebola, c'est ça? Hein? C'était-tu bien l'Ebola qu'il avait envoyé? C'est l'Ebola et le virus Nipah. Okay? Avec la gouverneure générale en plus. C'est ça, parce qu'ils ont gagné, elle et le Dr. Kobinger en 2018, quand ils ont trouvé le remède contre l'Ebola, en tout cas un des remèdes contre l'Ebola. Ils ont gagné le prix Canada de l'innovation du gouverneur général. C'est capoté, là. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis, c'est pas des deux de pique, là. C'est une kickpin du domaine. Des 15 souches, toutes des souches différentes d'Ebola. Parce que ça, l'Ebola, il y a comme genre plusieurs sous-souches selon que tu l'as trouvé au Zaïre, tu l'as trouvé au Soudan, tu l'as trouvé genre dans tel pays. Les 15, c'est de l'Ebola, mais c'est 15 souches différentes, c'est ça? Les 13 premières, c'est toutes de l'Ebola. OK, puis les 2 dernières, c'est 2 virus Nipah qui sont une famille de virus différents. OK, puis ça se trouve être. Puis Nipah, c'est quoi, pour rapidement, c'est quoi comme virus, en fait? Fait que le Nipah, c'est un virus qui est quand même relativement récent. Honnêtement, là, il a été découvert pour la première fois là, dans les années 99-2000, dans le bout de la Malaisie puis du Bangladesh. Fait que c'est un virus qui était les chauves-souris, surtout. C'est assez impressionnant. Les fameuses chauves-souris. C'est ça. Puis ça se transmet aussi chez les animaux domestiques, chez les cochons. Fait que tous ceux qui ont des porcheries donc, étaient à risque. Puis c'est ça peut aussi se déplacer d'humain en humain à contact rapproché. Donc, ça suspecte qu'il y a quand même une certaine transmission aérienne, donc il n'y a pas juste de contact à contact, que l'Ebola se contacte seulement quand tu es en contact avec des salives, du sang, des fluides, donc quand des contacts directs. Il n'y a pas de transmission aérienne. Pour faire un bref rappel, là, je veux dire, on parle de fièvre, fatigue, maux de tête, des douleurs musculaires, des décolorations de la peau, donc la peau devient rouge, c'est un peu comme la rougeole, mais sans piquement, nausées, vomissements. Puis ce que tu fais, c'est que tu te vides de tes fluides. Tes cellules te vident complètement. Des traitements pour l'Ebola, c'est justement de te donner des liquides, des fluides, parce qu'il faut que tu compenses tout ce que tes cellules genre rejettent. Inhibition des plaquettes, donc tu fais plus de coagulation. Ça veut dire que si tu te coupes, genre tu vas arrêter, tu n'arrêteras pas de saigner normalement. Là. Fait que tu saignes. Hémorragie interne, hémorragie externe. C'est mortel là, dans à peu près 50% des cas, là, selon. Puis Nipah, comme je te dis, c'est un autre virus. Fièvre, une inflammation du cerveau peut causer le coma dans
des premières 48 heures, comme des vomissements, douleurs musculaires. Puis lui, ça tue genre environ entre 40 et 75% des cas, selon les solide cochonnerie. C'est pas des affaires quétaines qui ont envoyé en Chine, là, maintenant que je vois ça. Mais il avait l'air à dire dans un des articles que c'était vraiment envoyé via une division du bioterrorisme de l'armée chinoise. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Il parlait de bioterrorisme. Mais ce sont des agents de bioterrorisme. Si on y va, selon le CDC, il y a 3 catégories d'agents infectieux pour le bioterrorisme. Tu as la catégorie A, dont l'Ebola fait partie. High priority agents include organisms that pose risk to national security. Donc, des agents infectieux qui posent un risque très dangereux parce qu'ils peuvent être facilement disséminés de personne à personne, très haut taux de mortalité, impact majeur sur la santé publique, pour la panique, pour la social disruption, puis ça réclame vraiment genre d'un haut niveau de préparation pour en faire face. OK? Ça, c'est l'Ebola. Quand on regarde le Nipah, lui, OK, quand je dis, on va venir à A, OK, à A, c'est quand tu as des fièvres hémorragiques, tu as l'anthrax, tu as le botulisme, tu as la peste. Ça, c'est des niveaux A. OK? Niveau B, bon, ben, c'est un peu plus modéré. Mettons, on parlait, mettons, le choléra, on parlait, mettons, la fièvre Q, la toxine du ricin. C'est des exemples. Quand on regarde la catégorie C, dont fait partie le Nipah, c'est là que ça devient super intéressant. Tu te demandes pourquoi ils ont envoyé les deux. C'est des emerging pathogens, donc des pathogènes émergents qui peuvent être facilement manipulés pour la dissémination massive à cause de leur disponibilité, leur facilité de production puis leur haut potentiel de mortalité et de morbidité. Donc, on a un virus qui est facilement obtenable, qui est facilement manipulable avec un virus qui est extrêmement mortel comme l'Ebola. Fait que, tu sais, ça fait, là, je veux pas être complotiste, là, mais tu sais, c'est très dangereux. On termine ça cette semaine avec un extrait d'un de mes bulletins de nouvelles exclusifs au Patreon de Yann et Frank, auquel on parlait du budget 2024 et de la réaction de la FTQ. Voyons voir quelles sont les réactions de Magali Picard de la FTQ face à ce budget. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit, qui vous est venu à l'esprit quand vous l'avez vu cet après-midi, le budget? Bien, écoutez, je vous dirais mitigé. J'essaie de rester objective, M. Larocque, mais en même temps, là, je dois vous confier qu'on avait des attentes à la FTQ. On souhaitait voir dans ce budget-là un investissement majeur en ce qui a trait à la construction de logements. Ce que le ministre nous a plutôt dit, c'est que ça a déjà été fait. Il est fier du plan qu'il a déjà proposé, mais c'est loin de rencontrer là, les attentes et les besoins de la population. Donc ça... Je voudrais qu'en ce qui nous concerne, c'est une grande déception. Déception. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Les caisses sont vides, mais on demande encore du cash. C'est vraiment un réflexe daumien de toujours penser que pour faire avancer quelque chose, il faut que le gouvernement s'en mêle. Devant un déficit comme celui-là, la seule façon de revenir à l'équilibre budgétaire, c'est en misant sur la croissance soutenue des entreprises. Puis malheureusement, aujourd'hui, il n'y a eu aucune mesure qui va avoir d'impact sur l'économie ou sur le secteur manufacturier. C'est un budget qui est vide. Et on aurait souhaité qu'il mise, encore une fois, sur la productivité des entreprises pour stimuler l'investissement, rattraper notre retard dont on a besoin. Ce qui est malheureux, puisque mes collègues ont évoqué, c'est qu'avec 11 milliards de déficit, il y a très peu de mesures qui permettraient d'accélérer la croissance. Ce qu'on aurait espéré, si on fait un déficit de cette ampleur-là, au moins qu'on accélère les investissements et la croissance. En voulez-vous une mesure qui va aider l'économie puis qui coûte pas une scène? Tassez-vous du chemin! Réduisez la réglementation, la paperasse, les règles par-dessus règles? Ben non, on n'y pense pas. Parce qu'au Québec, toutes les réglementations sont essentielles à notre bien-être et il peut n'y en avoir que davantage, jamais moins. J'en ai marre, là. Sans déconner, j'en ai marre. Moi, je pense que le ministre et son gouvernement ont manqué de courage, là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un déficit imposant de 11 milliards. Puis on nous dit, ben là, l'année prochaine, on vous dira comment on va s'y prendre. Pourquoi? Parce que la CAQ n'est pas très bonne, les sondages sont pas bons actuellement. Pourquoi ne pas être plus transparent avec la population? C'est ça qu'on a besoin. On a des crises au Québec actuellement. On a besoin d'investissements majeurs de la part du gouvernement. On nous dit, oui, mais la caisse est vide. Mais pourquoi la caisse est vide? Parce que ce même gouvernement a donné des réductions d'impôts l'année dernière. Parce que c'est un gouvernement en période électorale qui a décidé d'envoyer des chèques cadeaux à la population, aux gens qui gagnent plus de 100 000. Là, ils ont fait des choix qui font en sorte qu'on se retrouve avec ce déficit-là aujourd'hui. Ah, c'est-tu le fun de frapper sur le monde? Quand tu sais que c'est toi le coupable et que tes membres sont des saints, sauf ceux qui travaillent pour payer leur salaire. Le peuple, l'éternel punching bag de l'establishment. Enculé! Mais il y a une question de fond qui n'est pas exclusive au Québec, c'est encore pire à Ottawa, qu'on voit partout en Occident. C'est tout simplement que partout, il y a une crise de l'État-providence.
Partout, on voit que l'État n'est plus capable de maîtriser ses finances. Partout, on voit qu'il y a un décalage entre les ambitions. C'est comme l'État a toujours de nouvelles missions qu'on lui prête, des groupes, tel lobby, telle tendance, dit ouais, on veut ça, oubliez pas ça. Partout, l'État a pris bien de bureaucratie, juste terminer là-dessus. Les dépenses en santé et en éducation, très bien, mais il y a aussi la bureaucratie de la santé, la bureaucratie de l'éducation. Donc, c'est sûr que quand on a une structure bureaucratique aussi lourde, eh bien, il suffit que ça se dérègle un peu pour que les finances publiques capotent. Voilà! Là, c'est pro! Là, je comprends! C'est tout pour cette semaine. Sachez que Les En toute liberté sont disponibles sur YouTube et Spotify du lundi au vendredi à partir de 7h45. Et si vous souhaitez écouter davantage de bulletins de nouvelles, j'en fais 4 par semaine pour les abonnés Patreon de Yann et Frank. Donc, patreon.com/isénéchal. Bonne fin de semaine tout le monde.